Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet qui est effectivement passionnant. Et je trouve qu'en ce moment, en tout cas moi je suis très intéressée par le renouvellement finalement des questions des professionnels dans les colloques, qu'on peut percevoir dans les programmes des journées professionnelles. Et je trouve qu'il y a un renouveau finalement des questionnements et celui-là me semble tout à fait important. De mon côté, je vais faire un éclairage sur les liens fraternels, à partir de la sociologie et à partir d'enquêtes de terrain auprès d'enfants confiés. Tout d'abord, pour faire le lien avec les interventions précédentes, on peut remarquer que cette attention aux liens fraternels est assez récente. La députée a rappelé cette loi de 96, mais c'est somme toute assez récent qu'on prend attention aux liens fraternels en protection de l'enfance. Et on peut dire que pendant longtemps, la politique publique de protection de l'enfance, elle a plutôt été pensée à hauteur d'adultes, et c'est récemment qu'on prend en compte ce qu'on appelle les liens horizontaux, les liens entre enfants. Auparavant, il y avait tout de même des initiatives d'associations qui ont été rappelées également, soit d'associations qui ont plaidé pour l'accueil en commun de fratries. Une des associations phares là-dessus, c'est aussi SOS Village d'enfants, donc ça a été déjà cité, ou au contraire des associations qui s'étaient plutôt montrées favorables à une séparation pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Et finalement, c'est par la loi de 2016 qu'on est venu rappeler la nécessité de prendre en compte la diversité des attachements de l'enfant, puis avec la loi de 2022 d'Adrien Taquet, où c'est finalement rentré dans le droit l'idée de primauté de l'accueil en commun des fratries. Alors, avant de commencer sur la protection de l'enfance, un petit détour par la fratrie en général. J'imagine que bon nombre d'entre vous ont connu ces liens. Et je voulais rappeler des travaux plus généraux qui ont été faits notamment par Jean-Hugues Deschaux sur la fratrie, pour aussi démystifier ces liens de fratrie, en fait. J'ai intitulé cette slide « Fratrie, je vous aime » pour montrer aussi l'ambivalence des liens, même en population générale. Ce qu'ont montré les sociologues de la famille, c'est que finalement, certes, la fratrie représente des ressources dans les parcours de vie, mais néanmoins, pour la population tout venante, ces ressources sont réelles mais limitées et évolutives au cours du temps, et également teintées d'ambivalence. Donc je vous apprends rien, parce que sans doute vous êtes confrontés aussi à ça dans vos propres parcours. Ce que remarquent les sociologues, c'est que la fréquence des relations de fraternelles est très marquée pendant l'enfance, et également au cours de la transition à l'âge adulte, mais peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu, elle s'estompe avec la mise en couple et l'arrivée des enfants. Et surtout, alors parfois ça rassure de lire ces travaux, même quand on a des bonnes relations de fratrie, ce que montrent ces travaux, et peut-être que c'est quelque chose que vous éprouvez aussi, s'il y a un soutien moral qui apparaît dans ces liens, il se montre majoritairement à l'âge adulte sous la forme d'une attention polie, parce qu'une des règles de la fratrie, c'est la non-ingérence. Et ce que montrent les sociologues aussi, c'est que les confidences, si elles sont présentes dans la fratrie, elles sont finalement plus présentes entre amis. Et les confidences dans les liens de fratrie font figure d'exception, souvent d'ailleurs dans les liens de fratrie entre sœurs. Et ce que montrent les sociologues, et je pense que c'est intéressant pour la protection de l'enfance, c'est que ces confidences finalement dans les liens fraternels, elles sont peu nombreuses, parce qu'il y a une loyauté première au lien de filiation, c'est ce lien-là qui est le plus marquant, et les liens de fratrie sont déterminés par le lien de filiation, et finalement les frères et sœurs cherchent d'abord à préserver leur lien avec leurs parents, plus qu'à l'âge adulte en tout cas, plus qu'avec leurs frères et sœurs. Alors néanmoins, ce que montrent aussi ces travaux, c'est que dans des cas particuliers, notamment quand les personnes sont exposées à de l'adversité, comme le décès précoce des parents, la fratrie peut devenir un lien support très fort en fait. À la suite de ces travaux plus généraux, en fait, il y a des travaux qui ont été menés. Il faudrait passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Il y a des travaux qui ont été menés sur la diversification des modèles familiaux et les effets sur la fratrie. Par exemple, il y a des travaux qui ont été menés sur comment sont redéfinis les liens fraternels dans le cas de l'adoption, des recompositions familiales, chez les enfants issus d'un même donneur, ou des fratries exposées à une épreuve, par exemple, comme des fratries exposées au handicap, en fait. Et plus récemment, il y a eu des travaux qui ont été menés sur les fratries en protection de l'enfance pour montrer finalement l'évolution des liens au cours du parcours, à la fois avec les frères et sœurs de sang, mais aussi la possibilité pour ces enfants de créer d'autres liens avec des quasi-frères, quasi-sœurs dans les lieux de placement.
Et récemment, il y a un numéro spécial de la revue Recherche familiale qui a été dédié aux relations fraternelles, et peut-être que ça peut vous intéresser parce que donc c'est un numéro qui s'intéresse à toutes les relations de fratrie qui sont complexifiées par une épreuve, que ce soit l'épreuve du deuil, de la confrontation au cancer d'un de ses frères et sœurs, la confrontation au handicap, ou par exemple des réussites scolaires différenciées, ou encore les fratries en protection de l'enfance. Donc ça permet aussi de voir finalement comment, face à l'épreuve, les fratries se reconfigurent. Et effectivement, il y a des parallèles en fait entre les fratries exposées au handicap et les fratries en protection de l'enfance, parce qu'on peut penser que toutes deux, elles sont confrontées à une forme d'énigme. Alors, dans le cas du handicap, c'est l'énigme de la pathologie, et dans le cas de la protection de l'enfance, c'est l'énigme de la raison du placement. Par ailleurs, c'est des fratries qui peuvent être confrontées à un sentiment de honte, donc lié à la situation de placement, mais aussi de culpabilité et de jalousie, par exemple, par rapport aux frères et sœurs restés à la maison. Et puis, c'est des fratries, comme les fratries en situation de handicap, qui sont confrontées au silence et au non-dit. Et ces silences, ils peuvent provenir de la fratrie, ils peuvent avoir lieu aussi dans la fratrie, ou être portés sur la fratrie, par exemple, par les adultes ou les professionnels. De nombreux travaux ont montré que les fratries en protection de l'enfance sont teintées d'ambivalence. Donc ça a été rappelé dans les discours introductifs. Donc il y a des travaux principalement en psychologie et en psychanalyse qui ont montré que les pratiques éducatives coercitives, le traitement différentiel, les négligences, la maltraitance parentale peuvent exacerber la violence entre enfants, qui peuvent donc par la suite répercuter dans la fratrie. Et parallèlement, il y a d'autres travaux qui montrent que les frères et sœurs en protection de l'enfance peuvent servir d'amortisseurs des difficultés, peuvent être producteurs d'une histoire partagée et être garants d'un sentiment de stabilité et de continuité quand tous les autres liens bougent en fait. Donc on a des études un petit peu ambivalentes qui reflètent aussi la nature différenciée de ces relations fraternelles, puisque les enfants en protection de l'enfance, vous le savez très bien, sont placés pour des raisons différentes qui peuvent aller du décès des parents à la carence, à la négligence, à la maltraitance, et sans doute qu'il n'y a pas les mêmes réponses à apporter en fonction aussi bien sûr des raisons du placement. Alors, dans le cadre d'enquêtes qu'on a menées, c'est des enquêtes collectives, on a essayé d'étudier ces relations fraternelles en partant du point de vue des enfants eux-mêmes, mais surtout en mobilisant des méthodes d'enquête qu'on appelle par les pairs, c'est-à-dire en mobilisant donc des jeunes chercheurs, pairs, qui sont eux-mêmes issus de la protection de l'enfance pour aller enquêter auprès d'autres enfants et d'autres jeunes. Donc on a conduit ces enquêtes entre 2014 et 2016, à la fois avec des enfants en situation de placement, donc qui avaient entre 7 à 18 ans, et à la fois avec des jeunes sortant de la protection de l'enfance, entre 16 et 26 ans, parce qu'on sait aussi que ces liens vont aussi évoluer au moment de la transition à l'âge adulte. La particularité de nos enquêtes, c'est qu'ils ont été conduits à la fois en accueil familial, en foyer, en village d'enfants, dans des associations qui étaient plutôt promotrices des liens de fratrie ou au contraire réticentes au maintien des liens de fratrie. Et à chaque fois, on a essayé donc de mobiliser des jeunes chercheurs pairs qui avaient eux-mêmes connu la protection de l'enfance pour aller enquêter auprès d'autres enfants et jeunes par des moyens assez, qu'on espère, un peu ludiques, sous la forme d'ateliers de recherche où on proposait aux enfants de dessiner une carte des liens, qu'est-ce qui fait famille autour d'eux, de dessiner aussi une carte des lieux ressources, collectivement par exemple, où on leur faisait un entretien par le moyen de supports photos également en fait. Et on s'est rendu compte que cette méthode où on associe des jeunes chercheurs pairs à l'enquête, c'est une méthode particulièrement finalement adaptée pour étudier ces liens entre pairs, parce qu'entre enfants, les enfants parlent beaucoup des liens ce qu'on appelle horizontaux, donc tout ce qui se passe entre enfants et qui échappe parfois aux adultes. Je vais passer vite, mais juste pour vous dire, j'ai choisi d'étudier ces liens au travers du concept de configuration. Donc c'est un concept de Norbert Elias. Je ne vais pas vous expliquer le concept dans les détails, mais juste quel est l'intérêt pour étudier ces liens. C'est qu'ils permettent d'étudier les relations. Donc je crois que vous allez aussi parler beaucoup de relations, dans leur forme, dans leur durée, dans leur extension, mais en dépassant ce qui est de l'ordre de l'inter-individuel pour comprendre aussi les aspects sociaux qui vont fonder ces relations. Donc, Norbert Elias, il utilise beaucoup la métaphore. Alors, remarquez, aujourd'hui, il y a pas mal d'hommes, donc je peux faire la métaphore du jeu de football. Le jeu de football, c'est certes des relations interindividuelles entre les footballeurs, mais néanmoins, il y a des règles sociales, il y a des normes, et comment les règles vont aussi structurer les interactions, en gros.
Donc ça permet aussi de voir, de comprendre les coopérations, les tensions, les conflits, mais aussi la rationalité derrière ces conflits. Au lieu de se dire, tiens, il y a un clash, quelle est la rationalité derrière ce clash, par exemple. Et ça permet de comprendre aussi la formation des liens, l'évolution des liens et leur reconfiguration au cours du temps. Je m'appuie aussi sur des travaux donc, en sociologie qui s'intéressent aux liens dans des logiques conversationnelles, c'est-à-dire dans la discussion, dans l'échange. Et aussi, je me réfère aussi aux travaux, peut-être que vous connaissez, de Serge Pogam, qui s'intéresse à la possibilité de compter sur dans les liens, mais aussi de compter pour, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'être reconnu dans les liens qu'on entretient, en fait. Et donc, je vais chercher à comprendre les critères sociaux qui sous-tendent ces reconfigurations, tant en étudiant les pratiques des acteurs familiaux et professionnels, les normes et les valeurs qui régulent ce secteur, mais aussi la forme d'autonomie relationnelle dont peuvent disposer ces enfants pour construire peut-être des relations différentes par rapport aux autres enfants de la population générale. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais donc je vais essayer de m'intéresser à trois plans. Les reconfigurations des liens au cours du temps, le rôle de support ou d'entrave que peuvent jouer ces liens, et enfin, comment ces liens sont encadrés par les professionnels, avec quels effets sur ces situations. Alors, par rapport à l'évolution de ces liens, la première chose qu'on peut remarquer, et c'est ce que nous enseigne l'étude ELAP, peut-être que vous connaissez, c'est une grosse étude longitudinale sur une grosse cohorte d'enfants, et c'est la seule étude représentative en France sur la protection de l'enfance. Et donc, cette étude, elle montre que les fratries en protection de l'enfance, c'est des fratries quand même très nombreuses. Donc là, j'ai mis les chiffres, je ne vais pas les détailler, mais 43% des enfants nés en France, de parents nés en France qui sont pris en charge à la protection de l'enfance, ont 3 à 5 frères et sœurs, et 24% 6 ou plus. Donc vous voyez, c'est quand même des grosses fratries, et ça pose tout de suite la question, comment on accueille en commun 7 frères et sœurs, par exemple. Enfin, à part dans un village d'enfants, c'est vrai que ça devient compliqué, en fait. Et donc, c'est des fratries qui se distinguent quand même de la population générale par leur grandeur. Et aussi, c'est des fratries qui sont particulièrement exposées à la séparation. Donc ça, c'est une autre donnée d'une enquête qui a été menée en Loire-Atlantique. Bon, je ne vous apprends rien, mais 73% des couples des parents qui sont exposés à la protection de l'enfance sont séparés. Donc c'est des fratries aussi qui ont connu des évolutions avant même l'entrée en placement, en fait. Et donc ce que montrent les travaux en sociologie, c'est que donc, la fratrie va être définie de manière évolutive, à la fois avant le placement, mais aussi en cours du placement, et c'est ce qu'on va essayer de regarder maintenant. Donc je vais essayer de m'intéresser aux différentes reconfigurations de la fratrie tout au cours du parcours de vie des enfants confiés jusqu'à la majorité. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'avant même le placement, ces fratries connaissent des évolutions, puisque il y a des écarts d'âge importants entre les frères et sœurs. Les parents peuvent être séparés, vous le savez très bien, les fratries peuvent être conçues et être issues de différentes unions. Les enfants ne partagent pas toujours le même lieu de vie familiale avant même le placement. Parfois, ils sont élevés dans des pays différents. Et donc, ils vont être confrontés à une succession d'évolutions avant même l'entrée en placement, en fait. Et par ailleurs, donc, l'expérience des séparations, parfois donc, ce qu'on appelle les parentés dissociées, c'est de ne pas être issus du même père ou de la même mère, peuvent entraîner des jalousies entre enfants et parfois aussi des négligences et de la maltraitance de la part soit des parents ou soit des unions successives des parents. Et apparemment, ce n'est pas le cas que des humains, c'est aussi le cas chez les babouins. Apparemment, les singes ont tendance à maltraiter les enfants qui ne sont pas issus de leur propre union. Enfin bon, ce n'est pas propre à l'espèce humaine, apparemment. Avec l'entrée dans le placement, ces fratries vont encore connaître des évolutions. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans les récits des enfants, parfois c'est l'impossibilité de trouver sa place parmi ses frères et sœurs qui est motif d'entrée en placement. Par exemple, là j'ai mis un verbatim d'Anna qui en fait a été élevée avec sa sœur jumelle par sa grand-mère parce que justement elle n'avait pas le même père que ses autres frères et sœurs. Et elle décide de partir, vers 14-15 ans, elle décide de partir en France pour retrouver leur père biologique, qu'elles ne connaissent pas vraiment, mais parce qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans leur fratrie d'origine. Dans d'autres cas, au contraire, c'est la force puisée dans le lien fraternel qui donne l'élan de contacter les services sociaux. Et c'est ce qu'a connu Angie avec sa petite sœur. C'est vraiment la discussion avec elle au pied du lit qui lui a permis finalement de trouver les ressources pour accéder à l'aide.
Ce qu'on peut remarquer aussi dans ces études, c'est que le placement va provoquer ce qu'on appelle une individualisation des liens fraternels. Ça veut dire que ces liens vont se différencier au cours de l'accueil. Tout d'abord, donc vous le savez très bien, donc tous les frères et sœurs ne sont pas toujours placés dans la même temporalité. Il peut y avoir des frères et sœurs qui sont placés à un certain moment, puis d'autres plus tard, et inversement. Et par ailleurs, vous le savez aussi très bien, le placement peut provoquer une dispersion de la fratrie dans différents lieux d'accueil, que ce soit pour des raisons de place disponible, d'organisation des lieux de vie collectifs en fonction de groupes d'âge, d'une politique délibérée de mettre fin à des dynamiques familiales perçues comme non favorables, ou pour des raisons de nécessité, d'autres contraintes liées à d'autres parcours. Et ces logiques institutionnelles ne recouvrent pas toujours les logiques affinitaires des enfants. Par ailleurs, et ça peut-être qu'on le sait moins, les enfants ne sont pas forcément, rentrent en protection de l'enfance, pas nécessairement avec le même statut. Et alors, par exemple, j'ai beaucoup participé à la loi sur le délaissement d'enfants, mais qui pose quand même aussi un problème par rapport au lien fraternel, parce qu'une fois qu'un des enfants de la fratrie peut être reconnu comme délaissé, pas forcément tous les autres, et ça pose la question aussi du maintien des liens fraternels quand l'enfant change de statut et notamment est adopté. Et à ce moment-là, il n'y a plus de contraintes. En fait, les parents adoptifs n'ont pas vocation à maintenir les liens fraternels avec la fratrie précédente. Et donc, tous les enfants dans l'accueil n'ont pas forcément le même statut, avec des statuts qui imposent des modifications aussi des liens fraternels. Et puis, par ailleurs, tous les enfants n'ont pas les mêmes représentations de l'histoire familiale, ni même le même souhait par rapport à un retour chez les parents. Et ça peut aussi venir, du coup, différencier et accroître la différence dans les liens de fratrie. Donc là, j'ai mis un verbatim de Frédéric qui en veut beaucoup à sa sœur parce qu'il, d'une part, il dit que c'est pas sa vraie sœur, parce qu'ils ne partagent pas le même père, et par ailleurs parce que c'est sa sœur qui a été à l'origine finalement des allégations contre son père et qui a conduit à son placement en fait. Alors néanmoins, si le placement peut venir complexifier des fratries qui sont déjà complexes, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le cadre de l'accueil, il y a des nouveaux liens qui peuvent se créer entre enfants, pas nécessairement du même sang, mais entre enfants accueillis dans le même temps. C'est ce qu'avaient déjà montré les travaux de Poitvin, mais ce qu'on a pu aussi remarquer. Et dans nos études, on a vu deux situations, soit des liens qui peuvent s'intercaler, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez un dessin qui a été fait par une petite Isabelle, on a changé les prénoms, bien sûr, et vous voyez sur son dessin, elle intercale comme des duplicata tous les liens. Donc, elle met son papa, son tonton d'accueil, sa maman, sa tata d'accueil, Elias, le frère qui est à la maison, et puis, j'arrive pas à lire, mais... Marie ou Noémie, je ne sais pas, la petite sœur qui est accueillie en même temps qu'elle, en fait. Donc, vous voyez, pour certains enfants, c'est des liens qui peuvent s'intercaler, se superposer, donc finalement, avec une forme de continuité et une préservation de l'ensemble des liens. Pour d'autres, en fait, les liens avec d'autres enfants accueillis peuvent évincer pour un temps les liens avec les frères de sang. Donc, par exemple, Wendy, quand on lui a demandé de faire sa carte des liens, il ne dessine pas ses frères et sœurs, il dessine deux enfants accueillis en même temps que lui, avec qui il partage des discussions autour de jeux vidéo. Et même si son frère est accueilli dans le même foyer, pour lui, ce n'est pas forcément un lien sur lequel il peut compter et qui est support relationnel, en fait. Également, ce qu'on peut observer, c'est qu'à la sortie des dispositifs, il y a encore des reconfigurations qui s'opèrent dans les liens fraternels, à la fois dans les liens de sang, mais aussi dans les liens construits dans le quotidien, qui peuvent encore se complexifier à la sortie pour différentes raisons. D'une part, parce que les enfants connaissent des nouvelles formes de mobilité géographique, mais aussi des mobilités sociales. Et il est parfois difficile de préserver des liens quand on ne partage plus le même sentiment et plus les mêmes existences, en fait. Donc c'est ce qu'expérimente Hervé, alors qu'il y a un cas un peu atypique, qu'on a rencontré dans le cadre d'une seconde étude, qui a été accueilli dans une famille d'accueil pendant toute son enfance, la même famille d'accueil. Il a même réussi, alors ça c'était assez intéressant, dans son entretien, il dit qu'il a réussi à faire venir ses frères et sœurs de sang dans sa famille d'accueil, donc il a réussi à rapatrier ses frères et sœurs dans sa famille d'accueil, donc j'imagine pas tout seul, avec l'aide des professionnels. Il a construit un lien fort avec des enfants de sang et de nom de la famille d'accueil qu'il identifie comme sa sœur. Et pourtant, à l'âge adulte, ces liens se disloquent avec sa famille d'accueil,
parce que sa famille d'accueil ne reconnaît pas son identité d'homosexuel, et par ailleurs, il cherche à se distancer de cette famille d'accueil qui a un vote lepéniste, alors que lui, il est issu d'une famille issue de l'immigration. Et puis par ailleurs, il y a aussi une distance sociale qui se crée parce qu'il a toujours fait de la musique pour se différencier pendant son enfance, pour justement échapper au statut d'enfant placé, être pas regardé simplement sous le regard d'être un enfant placé. Donc il s'est beaucoup investi dans la musique et il monte à Paris pour devenir chanteur lyrique. Et au moment, et donc voilà, il fait cette mutation aussi, cette mutation sociale. Il se distancie de sa famille d'accueil, donc aussi de sa sœur d'accueil et même de sa sœur de naissance qui est restée plus proche de sa famille d'accueil parce qu'elle est sortie sans diplôme. Donc il peut y avoir aussi des écarts qui se creusent pour des raisons sociales, de trajectoires différenciées à l'âge adulte. Alors, du fait de ces trajectoires, on peut s'interroger finalement, est-ce que la fratrie, ça représente un lien support en protection de l'enfance ? Alors, ce qu'on a pu remarquer dans nos entretiens, c'est qu'il y a quand même une logique conversationnelle inscrite dans ces liens. Il peut y avoir un support émotionnel dans ces liens de fratrie. Donc, c'est le cas d'Angie, par exemple, que je vous ai déjà cité, qui décrit vraiment le lien singulier avec sa cadette, avec laquelle il a tout traversé, au coude à coude, les réprimandes dans leur famille de naissance, les humiliations dans la famille d'accueil, les événements, les souvenirs, les tout petits riens. Et c'est avec elle qu'il a tout préparé. Il a préparé son départ de sa famille de naissance, son départ à l'âge adulte. Et finalement, c'est sur ce lien support qu'il s'est appuyé pour construire son parcours dans une forme de lien presque... Il l'identifie comme sa sœur jumelle alors qu'elle a 2 ans d'écart. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va reproduire par la suite les mêmes liens avec d'autres jeunes. C'est-à-dire qu'il va être accueilli à la transition à l'âge adulte avec un autre jeune avec lequel il va construire le même lien qu'avec sa sœur, un lien de collage avec lequel il va tout traverser également. En fait. Donc ces liens fraternels, ils impriment aussi les autres liens par la suite. Néanmoins, ces confidences, elles n'ont pas toujours lieu dans la fratrie de naissance. Donc, je l'ai déjà évoqué avec Wendy. Elles peuvent aussi avoir lieu avec les liens créés durant l'accueil. Et puis, par ailleurs, donc c'est aussi des liens sur lesquels ils peuvent compter sur et compter pour. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, c'est ce qu'évoque Lola, qui a bénéficié d'un accueil en village d'enfants. Et pour elle a choisi la photo de la fratrie qui est dans une paume de main pour signifier à la fois le support que représente sa fratrie, mais aussi pour signifier que pour que cette fratrie elle représente un support, il fallait que cette fratrie soit elle-même supportée, enfin qu'elle soit elle-même portée par des accompagnements professionnels. Et donc c'est ce qu'elle signifie par la fratrie dans une paume de main. Et ce qui montre bien ce qu'on a vu déjà en sociologie générale, c'est-à-dire que ce lien de fratrie, il n'est pas indépendant du lien avec les adultes, et notamment ici avec les adultes d'accueil qui permettent à cette fratrie d'être portée, d'être contenue pour elle-même jouer un rôle support. Ce qu'on observe dans ces parcours, c'est que le sentiment de compter pour, il est très différent selon compter sur et compter pour, il est différent selon les parcours. Donc, dans les parcours, ce que vous savez aussi, dans les parcours les plus continus, les plus précoces en protection de l'enfance, ce qu'on observe, c'est que les différents liens vont pouvoir se superposer. Donc, c'est le cas d'Alan qui peut compter à la fois sur sa fratrie, qui peut compter sur sa mère d'accueil, qui peut compter sur les enfants du village, sur un environnement. Donc, dans les parcours qui sont précoces et continus, il y a une forme de superposition des liens. Et dans les parcours plus heurtés, le sentiment de pouvoir compter pour, il est plus difficile à éprouver. Mais néanmoins, même dans ces parcours heurtés, il peut y avoir des formes de solidarité, alors pas forcément avec les frères et sœurs de naissance, mais aussi avec les autres enfants accueillis. Et c'est ce qu'explique Gabriel, 26 ans, qui a pu compter à sa sortie sur un pote qui s'était fait dans le foyer et avec lequel il a partagé un appartement et ils partageaient la galère. Donc un coup, il y en a un qui était au chômage, un coup, c'était l'autre. Ils pouvaient préserver leur appartement en bénéficiant d'une forme d'entraide entre pairs. Donc ce qu'on observe, c'est que ces liens fraternels, ils permettent, donc je vais aller un peu vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, ils permettent parfois de préserver une intégrité physique. Donc dans des collectifs qui sont perçus comme violents, les enfants se basent sur les relations entre pères ou entre frères pour se défendre. Ces liens fraternels, ils peuvent permettre de préserver sa place ou de définir sa place. Et on observe la même chose que dans les familles recomposées, l'enfant d'accueil, ce qu'on appelle l'enfant résident ou l'enfant de la famille d'accueil va jouer un rôle dans l'intégration de l'enfant accueilli.
C'est ce qu'explique donc Hervé qui dit que la fille de la famille d'accueil a dit je te prête les genoux de ma maman, tu peux t'en servir, voilà, vas-y, je te prête un peu ma maman. Donc les enfants résidents vont jouer aussi un rôle dans la définition de ces liens. Et par contre, tout au cours de l'accueil, les autres enfants accueillis vont parfois jouer le rôle parfois de venir ébranler ces collectifs. Et l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille d'accueil, ça suscite toujours des recompositions au cours du parcours qui peuvent se ressembler à des formes de lutte de place. Alors, juste pour finir, donc ce qu'on remarque par rapport à l'encadrement de ces liens, c'est que finalement les fratries de naissance sont fortement sous surveillance, c'est-à-dire que c'est des liens qui sont surveillés pour les raisons qu'on a évoquées, parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. Et donc toute la difficulté pour ces enfants, c'est de se construire dans des liens qui sont scrutés, qui sont observés, qui sont analysés. Et ce qu'on observe par contre, c'est que les liens électifs, donc qui sont construits avec les autres enfants accueillis, eux par contre, ils sont à la fois peu analysés, peu reconnus et du coup peu encadrés. Et peut-être qu'il y aurait encore un travail à faire sur la reconnaissance de ces liens, même si on sait que c'est des liens qui se construisent dans le quotidien, qui ne vont pas nécessairement perdurer par la suite, ou en tout cas on ne le sait pas. Mais peut-être qu'il y a aussi encore un effort, puisque maintenant la loi le permet. La loi permet de reconnaître différents liens, quel que soit le lien juridique entre enfants. Et donc peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la reconnaissance de ces liens qui peuvent être des liens soutenants, même si ce n'est pas des liens de sang. Donc pour finir, pour résumer, on peut dire que c'est des parcours qui sont fortement exposés à une forme d'individualisation des trajectoires et donc d'individualisation des liens fraternels. Et ce que j'ai tenté de montrer, c'est qu'il faut essayer de dénaturaliser ces affects contradictoires et ces conflits ou ces ambivalences que peuvent traverser ces fratries, pour être plus attentif finalement aux règles du jeu, à quel point finalement les règles professionnelles, les règles sociales encadrent ces liens et participent à les structurer, avec donc une attention à lire ces liens dans leur diversité, il n'y a pas de modèle pour les analyser, mais il faut prendre en compte leur diversité pour être au plus juste finalement et au plus près finalement de l'expérience subjective par les enfants de leurs liens et accompagner cette expérience pour, par le droit et par les pratiques, permettre à ces liens de perdurer. Enfin voilà, j'espère que c'était assez clair. Merci. Je vais peut-être prendre là-dessus. Merci. Voilà. Vos réflexions m'inspirent, vont dans le sens de ce que je vais pouvoir énoncer, mais aussi apporter quelques aménagements à votre présentation. Alors, je vais commencer par une situation qui, à la fois, est désespérante, mais nous donne quand même à penser autour de tout ce que je vais vous dire. Alors, c'est une citation de Gérard de Cherf, peut-être certains connaissent, ce psychanalyste qui est un peu à l'origine, je dirais, de la thérapie familiale. Alors, il y va très fort dans cette caricature, peut-être, mais qui nous renvoie tellement à cette complexité dont vous venez de parler. Vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel. Alors, comment sortir de cette diabolisation de la présence étouffante ou la diabolisation de la séparation qui ne peut être vécue que comme une rupture? Alors nous, notre questionnement, je dirais pas simplement de philosophe, on m'a présenté comme philosophe, pourquoi pas, mais je ne suis pas que philosophe. Je travaille, mes amis en sont témoins, depuis 30 ans, 40 ans, je crois maintenant, auprès des familles d'accueil, des enfants, et j'ai surtout été, pendant des années, défenseur des droits des enfants, défenseur territorial. Bon, par goût, par passion, tout ça, au fond, je suis là aujourd'hui. Alors, vous savez, je me rends bien compte que je suis déjà en train de vous parler d'un paradoxe qui va traverser tout mon discours. Je suis convaincue que le questionnement de cette journée, fratrie ensemble séparés, je dirais, est un faux problème, mais je vais le dire plus élégamment, j'espère en tout cas. Je pense qu'à la fin de la journée, on sera tous convaincus qu'on doute encore plus de notre pratique que lorsque nous sommes rentrés ici. C'est complètement normal. Si on a fait le travail de penser sur nos pensées, de penser aussi sur nos failles. Donc, on va essayer de mettre un tout petit peu d'humour dans un sujet qui nous hante aussi, car nous avons parfois des frères et sœurs réels, imaginaires,
Mais on sait très bien, vous l'avez bien démontré, que l'ambivalence est la source de nos relations aux autres. Et quand on arrive d'ailleurs à l'ambivalence, je pense qu'on a fait un bon travail. Les mêmes objets peuvent être à la fois des objets d'amour et de haine. Vous avez parlé de la honte et de la haine. Moi, je trouve que c'est ce qui fonde la réflexion et le soin autour du placement familial. Donc, je sais bien qu'on n'arrivera pas à une réponse. Mais pourtant, cette journée est bénéfique, thérapeutique, car elle nous protège des idéologies qui, en excluant l'ambivalence, ne vont nous jeter dans des divergences qui sont nécessaires, mais qui peuvent parfois créer du blocage. Il faut évidemment que nous-mêmes, nous soyons ici dans ces mouvements où d'un côté, on dit « Ah oui, la fratrie, c'est formidable, même les peuples ont besoin d'être frères, hein, les États frères. » Bon, il y a aussi beaucoup de haine dans les États frères. Donc cette ambivalence, elle est la source, je dirais, de notre énergie mentale. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça la philosophie, c'est de parler sur des évidences et de savoir qu'il n'y a pas de réponse. Donc j'ai accepté volontiers le titre de philosophe. Hein. Puis c'est la mode, hein. La philosophie aujourd'hui, quand on a un problème, on va chercher un philosophe. Avant, on cherchait un psychologue, un sociologue. Maintenant, dans toutes les émissions, on voit un philosophe. Voilà, c'est formidable. Mais pour moi, il y a d'autres questions qui valident le choix de cette journée et qui sous-tendent notre intitulé. J'ai posé la question, comme on l'a posée au moment de la séparation des enfants et des parents, est-ce que le lien entre frères et sœurs est indéfectible? Est-ce qu'il est fraternel? Vous voyez déjà que je considère que c'est plus compliqué que ça. Résiste-t-il à toute épreuve? Vous en avez parlé. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il peut être un véritable rempart à la dépression quand on a tout perdu? On a encore un frère ou une sœur quelque part, qui m'attend quelque part. C'est quand on n'est pas attendu quelque part. Le verbe attendre est un des merveilleux verbes qui traverse notre réflexion aujourd'hui. Alors, cette fraternité est-elle réelle ou supposée? C'est peut-être une utopie, mais on a besoin des utopies pour construire le réel. Moi, j'aimais bien le mot réel, là. Faire famille à tout prix, réalité. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, on a une certaine définition. Bon, alors, il y a une autre question. Est-ce que la présence sur un même milieu conforte, exacerbe, pacifie les relations ou les dramatise-t-elle? Est-ce que les nouvelles relations, vous l'avez aussi évoqué, allègent la pression des premiers attachements? Quand vous évoquez ces liens, mais c'est sur ces mots-là que je vais chercher à voir la différence entre lien et relation. Ce n'est pas la même chose. Et quand il y a une confusion, comme disait Camus, et dans ce sens-là, il avait raison, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et si on confond lien et relation, je pense qu'on se plante complètement et qu'on devient dangereux dans nos décisions. Bon, ce n'est pas pour vous désenchanter, hein, parce que vous-même, vous l'avez fait tout à l'heure, vous employiez alternativement, et c'était pour moi très réjouissant, parce que je me disais, je vais apporter une petite nuance. Ce n'est pas la même chose. Quand je vous regarde, madame, je suis en relation avec vous. Les sens LES, sens SENS, sont là pour fonder cette rencontre. Je vous vois, voilà. Je pense aussi en vous voyant. Mais ce matin, avant de venir ici, je pouvais être en lien avec vous, en lien avec des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais je n'étais pas en présence physique, je n'étais pas en relation. Mais j'avais construit une représentation consciente et inconsciente de ce que serait cette relation. Comme je fais beaucoup de conférences, évidemment, je construis peu à peu une idée de ce que c'est qu'une conférence, qu'une intervention. Mais c'est fait d'expériences, de relations, mais aussi de fantasmes. On va voir que même toute relation est habitée par le fantasme. Donc, ce n'est pas simplement un effet de style, mesdames, messieurs, de dire ben, je joue la philosophe, donc on va faire un exercice de style sur lien et relation. Non, c'est pour moi essentiel de bien différencier ces deux thèmes. Et vous êtes juge des enfants, je crois. La meilleure, je le disais à une amie ce matin, évaluation que j'ai eue de mon travail, ça vient de juge, je suis à Poitiers, qui devant cette intervention que j'avais pu faire devant certains, m'ont dit « Ah, mais ça nous aide
Parce que nous, on pensait que les visites médiatisées, par exemple, c'était pour maintenir les liens. Ne vous inquiétez pas, les liens, ils sont maintenus. Mais dans quel état? Les visites médiatisées, je le dirai tout à l'heure, c'est pour justement assouplir ces représentations internes. À savoir que ça pacifie, et on espère que ça pacifie les relations. Et en même temps, ça va pacifier les liens. Si le parent peut me présenter une partie, parce qu'il est encadré, vous avez parlé aussi de l'encadrement, qui est une espèce de contenance à pulsion, eh bien évidemment que si le parent peut être sécurisé, même s'il a des appréhensions dans ses rencontres, j'ai rencontré des parents pour qui c'est un véritable calvaire, les visites médiatisées, même si après coup, on est toujours dans l'après-coup d'ailleurs, ils disent ça m'a aidé, et ça a aidé l'enfant parce qu'il a vu une partie saine de son parent. Parce que l'enfant était protégé, le parent aussi, dans son infantile, par le cadre qu'offrait, par exemple, Alésia à tous ces travailleurs que vous êtes ici. Donc voilà, je chauffe un peu ma salle, je présente mon sujet, je vais le développer. Vous lancez les confettis. Je lance les confettis, voilà, vous avez raison. Mais en même temps, je ne fais pas que m'amuser, hein, parce que ce n'est pas très facile de montrer combien il peut y avoir une confusion de sens et comment ça peut introduire des pratiques pédagogiques, éducatives et cliniques parfois très inquiétantes. Alors, je ne suis pas tout à fait ignorante que la fratrie n'est pas, enfin, dans sa définition, vous l'avez fait mieux que moi, n'est pas l'objet de ma conversation avec vous. J'envisagerai cependant les conditions qui altèrent, empêchent les chances d'être frères et sœurs, autrement que d'être frères et sœurs par un acte civil. Moi, je suis très frappée en ce moment, dans la région où je suis, mais je ne citerai personne, de ces mouvements de regroupement, j'appelle ça regroupement, d'enfants qui ont vécu dans des familles d'accueil, qui n'ont jamais vécu ensemble, et qui, grâce, je dirais, à l'édifice d'un village d'enfants, se voient, et je vous assure que c'est... Moi, je travaille avec les associations des familles d'accueil. Alors, évidemment, elles sont toujours dans la plainte, c'est ce qu'on me dit, mais qui ont beaucoup de mal à comprendre quel est le bénéfice réel pour des enfants d'être regroupés avec d'autres enfants, au fond, dont ils n'ont jamais vraiment éprouvé la nécessité. Bon, on va dire que c'est pour leur bien qu'on les met ensemble, pour faire fratrie. Moi, je dirais plutôt, excusez-moi d'être un peu violente, que c'est pour leur bien de l'infantile de certains professionnels. Infantile, c'est-à-dire cet ancien enfant qui redoute pourtant les séparations. Moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me font des cours sur la théorie de l'attachement et qui séparent en permanence. Le contradictoire ne nous gêne pas, pas du tout. Donc, ils séparent, eux, pour autant, si vous voulez, qui souffriraient, quand ils se mettent à y penser, à la séparation, mais qui s'accommodent très bien de celle des autres quand elles sont au service de leur idéal infantile. Alors, c'est un peu dur ce que je dis là, mais c'est ce qu'on appelle l'idéologie, qui va être masquée sous une forme de raisonnement. On va théoriser nos vulnérabilités, et comme disait Nietzsche, on va les élever en principe. Voilà. Je sépare pour le bien, ou je mets, au contraire, ensemble pour leur bien. Vous avez parlé de l'intérêt de l'enfant, je parlerai des besoins de l'enfant, parce qu'on ne sait plus très bien ce que veut dire l'intérêt. Quand on rajoute supérieur, là, on est complètement paumé. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt supérieur d'un enfant? C'est souvent l'intérêt de mon infantile. Mais c'est organisé dans une pratique. On a les sciences, on a les neurosciences, qui vont, évidemment, nous faire regarder autrement ce qu'on sentait, ce qu'on percevait. Donc moi je suis, comme vous le voyez, ne me dites pas pour autant que je suis contre les fratries. Je me suis posé la question quand même. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai moi avec mon frère, mon demi-frère? Un faux frère, hein, comme me disent des enfants. Surtout les jumeaux, ils me disent c'est un faux frère, j'adore. Je vous donnerai l'exemple qui peut-être me réconcilie avec se réunir ensemble. Parce que c'est ça notre paradoxe, c'est qu'on peut démontrer pendant 3/4 d'heure qu'il faut être très vigilant sur l'accueil en fratrie, mais conclure cependant
que si on ne met pas des bonnes conditions, bien sûr, pour ça, si on les met, en tout cas, il y a peut-être un avantage. Et moi, l'avantage, je le perçois quand même, car je me dis que si la fratrie confiée ensemble a un sens, c'est peut-être pas toujours pour notre idéal infantile, mais que ça permet peut-être aux enfants, et je vais vers ce sens-là, une meilleure compréhension des origines du placement. Voilà. Est-ce que grâce à la fratrie, je ne sais pas combien de temps j'ai, je vais essayer d'aller vite. Est-ce que grâce à la... C'est pour ça que je lis mon texte, parce que je me connais, je vais déborder. Est-ce que grâce à la fratrie, est-ce que c'est grâce à la fratrie, pardon, que chacun peut passer du « c'est de ta faute si on est placé ». Combien de fois je l'entends, vous avez dû l'entendre, et vous tous, professionnels, et ça c'est terrible. Terrible, parce que l'autre aussi pense que c'est de la faute. Est-ce que c'est de ta faute si on est placé à un assouplissement des croyances et des défenses qui rendent à plusieurs une meilleure représentation de l'histoire familiale? Donc, je dis autrement, est-ce que les frères et sœurs frontièrent les uns par rapport aux autres? Ou s'installent-ils chacun dans un conflit ou une loyauté aliénante qui leur a permis de tenir le coup face aux événements précédant la séparation, face à la perte initiale qu'ils vivent parfois irrémédiablement? Et comme je le dis bien souvent, il est revenu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Un placement est quand même un risque. Nous en connaissons les avantages. La mise à l'abri, quand même, des violences parentales. Mais est-ce qu'on met à l'abri quelque chose de la vie intérieure? J'en sais rien. Je continue. Alors, je vais citer, pour ouvrir un peu, parce que je ne peux pas rester comme ça dans les préambules, je vais citer Michel Soulet. On fait ça partout, nous, de notre génération surtout. Alors, moi, c'est Janine Noël, parce que j'aimais beaucoup sa provocation permanente. Myriam David, bien sûr, mais vous savez que quand je fais la formation des familles d'accueil, ou parfois de certains éducateurs, parce que les familles d'accueil sont maintenant des travailleurs sociaux, personne ne l'oublie. Et ça fait longtemps qu'ils sont travailleurs sociaux, parce qu'ils travaillent le social. Ils font qu'un destin devienne une histoire, on est bien d'accord avec ça. Alors, Michel Soulet, j'étais une fois, la seule fois où j'étais pas très à l'aise dans mon intervention, c'était avec Michel Soulet. J'étais jeune professionnelle, et j'ai pourtant entendu, j'étais pas complètement fermée, une petite phrase qui m'est revenue l'autre soir. Le conflit avec le frère est une façon de déplacer le conflit avec le père. Je sais que c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, j'ai lu des tas d'écrits là-dessus, et même sur le mythe de Caïn et Abel. Je vis des choses très sophistiquées. Hein. Je me disais, il faut déjà être lacanien, mais drôlement bien intégré, hein, pour comprendre. Moi, ce qui me plaît, c'est pas simplement que Caïn dise à son père, est-ce que je suis le gardien de mon frère, avec un reproche? C'est ce qui a précédé. Quand Dieu le Père dit à son fils, Caïn, en lui refusant l'offrande, la culture, la terre, comme si la terre avait été souillée par le péché originel, c'est quelque chose d'intéressant. Alors qu'Abel, lui, offre quoi? Il offre des animaux, un élevage. Et quand Dieu voit que Caïn a une drôle de mine, il dit à son fils, pourquoi cette mine déconfite? C'est à peu près ça. Tu ne sais pas pourquoi je refuse ton offrande. Cherche en toi-même et tu progresseras. Je trouve que cette phrase est terrible. Est-ce que c'est moi? Elle est terrible. Parce que ça ne part pas de la toute-puissance du Père, qui sera en défaut, hein, comme tous les parents peuvent l'être. Ça part d'un défaut interne de l'enfant. Tu as quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas pur, qui ne va pas. Tu ne sais pas, mais cherche à l'intérieur de toi. Déjà, ce mot intériorité, on va le retravailler. Je vous remercie là d'être patient. Donc, je choisis ce titre qui est peut-être un peu provocateur, qui voudrait peut-être surprendre, je veux bien l'assumer. Liens et relations, faut-il les séparer? Parce qu'on m'avait dit sur liens, frères et sœurs. Moi, je dis les liens sur les mots.
Faut-il séparer, mettre peut-être pas en opposition, mais en dialectique ces deux mots? Alors oui, parce que je pense qu'il faut s'entendre un minimum sur un langage commun avant de s'emparer de ces concepts pour servir notre pratique éducative et clinique. Je vais vous dire que j'ai traversé quand même une certaine période de perplexité quand j'ai présenté ce texte, parce que je me répète, hein, comme vous, tout certainement. J'ai présenté ce texte il y a, dans le placement, la NPF. Et comme tout le monde, je travaille. Donc j'ai lu des textes juridiques, j'ai lu de la sociologie, j'ai lu, et puis je me suis arrêtée parce que je me suis rendu compte que même les auteurs, peut-être sauf Gols, qui fait très attention. Bernard Gols fait très attention et à chaque fois que je l'écoute, j'écoute bien s'il ne prend pas un mot à la place d'un autre. Je ne lui dirai pas parce que c'est un peu prétentieux. Mais sinon, dans les textes, même je dirais théoriques, scientifiques, le glissement de sens est permanent. Et je me suis dit, mais quelle prétention de vouloir apporter une analyse critique de cet usage. J'ai manqué m'arrêter. Je me dis, après tout, qu'on continue à appeler lien, relation du même mot, ça m'égale. Puis je me suis ressaisie, je suis un peu prétentieuse, je me suis ressaisie, je me suis dit, non, il y a quelque chose à penser là. Parce que quand je travaille avec les familles d'accueil et les éducateurs, et qui me disent, on fait du placement, on fait de la visite médiatisée. C'est un bel exemple, la visite médiatisée. Je dis médiatisée. Oui, plutôt médiatisée. Pas souvent médiatisée. Et je me dis, ben, qu'est-ce que ça veut dire maintenir les liens? Je fais du placement pour maintenir les liens. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont maintenus, les liens. Je vais vous dire pourquoi. Les relations ne sont pas maintenues, les relations physiques, mais le lien, la représentation interne de la relation, ce que j'ai fait de la rencontre quand j'étais peut-être déjà bébé et que je ne savais pas qu'il y avait un non-moi à l'extérieur du moi qui n'existait pas non plus, c'est un peu du De Vos, cette histoire-là. On parle de choses en se les représentant, donc je vais essayer de donner une représentation plus pratique de ce que je dis. Donc, si vous voulez, je dirais qu'au-delà des indications ou contre-indications d'un placement conjoint, pour moi, c'est un faux problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question. Se repose, comme au temps de la séparation parent-enfant, le bien fondé d'un éloignement physique pour que s'élaborent ces deux mouvements apparemment contradictoires de la construction d'identité. Différenciation, identification. Confier un enfant seul ou en fratrie, c'est offrir un cadre à penser, c'est garantir un espace physique et psychique de sécurité à l'abri de cette proximité mortifère dont on parlait tout à l'heure, de la confusion mentale où soi et l'autre ne font qu'un. Ce retour à soi est-il favorisé ou entravé par le maintien des relations frères-sœurs? Doit-on être en présence de l'autre pour penser à lui, pour penser le lien? Non. Mais il a fallu de la présence. Oui, monsieur, vous voyez ce que je veux dire? Je vois des gens qui opinent, d'autres qui disent... Voilà. On regarde, on continue à regarder. Donc, moi, c'est la vraie question. Présence-absence, hein. Placement familial, au fait, il se construit, et la pensée se construit sur ces deux termes. Avec un autre mot que j'aime beaucoup, le verbe que j'aime beaucoup, c'est attendre. Attendre. Ah oui, une expression aussi. Vous savez que les enfants confiés ne peuvent pas supporter la frustration. Alors, je viens vous dire, madame, que j'espère que vous n'en avez pas supporté autant qu'eux. Je ne peux pas supporter cette expression. Les enfants confiés ne peuvent pas supporter la frustration. Ils l'ont supporté. Parfois seuls. Seuls. Non, vous voyez cette expression déjà, comme les mots peuvent être dangereux et nous mettre dans des confusions mentales, hein, supporter la frustration. On voit ça dans les rapports. Méfiez-vous, il ne peut pas supporter la frustration. Bon, enfin, l'absence entrave-t-elle toute élaboration possible en fixant les souvenirs dans un imaginaire terrorisant ou idéalisé? C'est ça, on dit, si on les sépare, il ne va plus rien se passer. Ils vont s'évanouir les uns les autres dans l'espace, ils ne se verront plus. Voilà.
On sait bien que ce n'est pas comme ça. Il faut que je raccourcisse? Ah non! Bon, bah alors écoutez, je vais raccourcir. Je vais raccourcir à quel point? Je ne sais pas. Là, c'est bon. Alors, je vais aller plus loin. Bon, je dirais que le placement familial, en famille d'accueil, seul ou en fratrie, offre aux enfants l'opportunité, la chance de renouer, de rejouer avec d'autres acteurs sur une autre scène les troubles des relations à l'origine de ces représentations du monde et de lui-même. Sous l'œil averti d'une équipe et grâce à l'engagement des professionnels, l'enfant apprendra à nommer les sensations, émotions et pensées construites quand il apprenait à se débrouiller seul. Alors, je vais aller très vite. Ce que j'ai aperçu, c'est que presque tous les enfants confiés en début de placement, au moins, ignorent qu'ils ont une vie intérieure. Je leur dis, qu'est-ce que tu penses de ce que tes parents pensent de toi? Qu'est-ce que tu penses que tes frères pensent de toi? Ils me répondent, je ne pense à rien. Nous verrons avec un texte que je n'aurai pas le temps de lire, comment les enfants confiés, parfois jeunes majeurs, ont su construire, grâce à l'aide des professionnels qui ont échappé à cette dichotomie, il faut, les idéologies, il ne faut pas, ont réussi à construire un monde intérieur. Ou si vous voulez, ils ne sont plus d'une certaine façon jamais seuls, mais je ne pourrais pas vous lire ce texte, alors j'avance, je passe. Personne, alors je vais à l'essentiel, tiens, personne n'ignore que le danger dans le maintien de la fratrie sur un même lieu est aussi, vous l'avez dit, le risque du maintien des liens d'emprise, de rivalité, de destruction des plus faibles, à l'image des relations dont ils ont été témoins. Je ne peux pas vous décrire ce que c'est vraiment qu'un lien. Je vais quand même m'accorder à moi-même 5 minutes. Non, mais écoutez, il faut le dire à ce moment-là. Combien de temps, là? Combien de temps j'ai parlé? Combien? 25 minutes. J'avance. Ah bon, écoutez, pour moi, je vais dire quand même ce que c'est qu'un lien. Je vous l'ai dit autrement, il résulte de la combinaison d'éléments construits sur une expérience d'interaction où se mêlent à la fois des sensations, des émotions, des sentiments, des croyances, des souvenirs, des représentations, des fantasmes. Si le lien a exigé la présence d'un autre avant même qu'il soit perçu comme un non-soi, il n'a pas besoin de la présence physique pour perdurer. Loin des yeux, près du cœur, c'est souvent le cas. Comment ces enfants, pour ne pas perdre l'objet aimé ou haï, vont introjecter, vont mettre à l'intérieur d'eux-mêmes cet autre qui continue à penser et à vivre à leur place. Quand les familles d'accueil me disent, ils passent d'un état d'enfant comme un ange et devient un démon. Il est comme halluciné. Et quand je parle aux enfants que j'aime, moi, je travaille avec eux dans les lieux de vie, ils me disent c'est pas moi qui ai fait ça, alors qu'ils sont en train de le faire. Et d'une certaine façon, je me dis qu'ils rendent compte de cet état où ils ont été chassés d'eux-mêmes et ont mis à l'intérieur d'eux-mêmes quelqu'un qui, à leur place, décide. Ce n'est jamais volontairement qu'un enfant commet la violence. Je passe, j'arrive, monsieur, à ma conclusion. Et je suis très triste pour cette jeune fille qui, bien sûr, avait donné un texte qui montrait comment, si un enfant est aidé, on n'est plus dans la problématique séparée ou ensemble, mais être proche de soi-même, le retour à soi-même. C'est ce que vous cherchez tous, qu'un enfant revienne à lui-même, se déconfusionne. Et j'ai un tout petit exemple, de deux jumeaux, un adoré par la mère, l'autre haï par la mère, n'est-ce pas? Et cette mère dit, si vous n'avez pas 13 de moyenne, je ne vous reprendrai pas. 13 de moyenne à l'école, il y en a un qui a 18, l'autre a 6. Elle a toujours eu cet enfant favori qui lui donne une bonne image d'elle-même, tout ce qu'on peut dire. Et l'autre jour, et je pensais à vous, en les voyant réagir, le fils favori téléphone à sa mère et lui dit « Tu nous as fait croire que tu nous reprendrais et que tu nous avais séparés de toi parce que tu n'avais pas le temps, elle était infirmière, de t'occuper de nous. Aujourd'hui, je sais que tu veux plus de nous. » Et la mère répond devant moi « Mais si,
je veux bien de ton frère. Et le garçon me regarde, le favori me regarde et me dit, je ne ferai jamais ça à mon frère. Ses frères ennemis qui se tapaient jusqu'à ce qu'on doive appeler les ambulances parce qu'ils voulaient s'étrangler. Ce frère, je me pose la question, ce frère, au fond, est-ce qu'il ne commence pas à rencontrer cet autre semblable et différent? Est-ce que, au fond, le placement conjoint dans un lieu d'accueil, c'est pas tout à fait comme la famille d'accueil, a pu résister? Et nous aussi, les supervisions, c'était des violences impensables. Il fallait les séparer, c'est-à-dire qu'on se comportait comme les parents. Peut-être qu'il faudrait le mettre dans un autre lieu de vie. Et c'était la première identification aux parents possible. C'était de penser que séparer irait mieux. Et moi, je conclurais, malgré mes propres défenses, qu'au fond, peut-être que s'ils avaient été séparés, je n'aurais jamais pu entendre, eux non plus, n'auraient jamais pu entendre. Je ne ferai jamais ça à mon frère. Je vous remercie. Je regrette. Merci beaucoup. Et moi aussi, je voulais remercier donc, la Fondation de l'Enfance de nous inviter à nous interroger sur les fratries. Et puis, je vous remercie, Madame Courret, puisque vous m'avez un peu déculpabilisé, puisque vous avez dit qu'à la fin de la journée, on allait douter plus qu'on allait avoir de certitude. Et moi, ça me va, parce que, après tout, en réfléchissant à cette intervention, je me suis rendu compte que je n'étais pas très certain de ce que j'allais vous dire. Mais donc c'est un sujet qui est pour moi assez intéressant, mais justement parce que en acceptant cette invitation, je me suis rendu compte que les fratries, c'était quelque chose qui était à la fois tout à fait central en fait dans mon office, et en même temps une question à laquelle j'avais finalement très honnêtement assez peu réfléchi. Alors ça fait pas longtemps que je suis juge des enfants, moi je suis juge des enfants depuis 1 an et demi à Évry, dans l'Essonne. Mais voilà, juge des enfants, c'est une fonction qui donne beaucoup à penser. On se pose beaucoup de questions, placement, pas placement, le maintien des liens, les parents. Et en fait, la question de la fratrie, c'est une question qui, finalement, je me rends compte, passe parfois un peu à la trappe. Parce que, voilà, on est très focalisé quand on est sur l'audience, sur la diade parents-enfants, en fait. Nous, on est vachement là-dessus. Et du coup, dans le dispositif, finalement, global, parce que j'aime bien penser le projet pour l'enfant, l'intervention du juge des enfants, des travailleurs sociaux et tout ça, en termes de dispositif, en termes de projet. C'est un dispositif global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un placement. Le placement n'est pas thérapeutique en soi. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui est pensé avec des visites médiatisées, avec un accompagnement thérapeutique, avec tout plein de choses. Et en fait, si on pense ce parcours pour l'enfant en termes de dispositif, la question des liens fratries est très importante, mais parfois elle passe un peu à la trappe, en tout cas sur le temps de l'audience. Ça, c'est clair. Alors, il n'y a pas que nous, les juges des enfants, qui nous y intéressons peut-être pas assez, puisque ce que vous avez rappelé, finalement, les études, d'après ce que j'ai vu, sont pas extrêmement fournies non plus, parce que je me suis un peu documenté avant de venir, et évidemment, c'est un constat, c'est qu'on manque d'études, mais ça rejoint le constat général qu'en fait, on manque d'études sur le devenir des enfants placés, les études longitudinales, les cohortes et tout ça. Bref, donc on manque de données en protection de l'enfance. Mais donc on manque aussi de données sur les relations fratries. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça, et puis je me suis du coup tourné vers la loi, parce que c'est ça mon métier. Moi, c'est d'appliquer la loi. Et donc du coup, c'est de faire descendre la loi au cas concret. Et donc du coup, ça résonne beaucoup avec en fait le titre de ce colloque, qui est la fratrie à l'épreuve du réel. Donc je me suis demandé ce que la loi en disait des fratries. Il y a 2 points. Le premier, c'est qu'elle en dit pas grand-chose. Et le deuxième, c'est donc justement la réaffirmation du principe de non-séparation des fratries. Pas grand-chose des fratries, puisque en gros on a 2 articles dans le Code civil, 2 articles dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est peu, peut-être que c'est suffisant. Et donc ce principe de non-séparation des fratries qui a été réaffirmé avec la loi Taquet, et qu'on peut discuter clairement, enfin que moi je vais discuter un peu. Voilà, en tout cas la loi elle nous laisse un peu les coups des franches en fait au final. Voilà. Voilà, comme souvent, la loi nous laisse les coups des franches. Du coup, c'est
c'est que c'est compliqué, quoi, quand on a le choix. Il faut prendre une décision. Ça, c'est notre boulot. Et c'est notre boulot, juge des enfants, éclairé par les travailleurs sociaux qui sont en fait les premiers sur lesquels on va s'appuyer pour prendre des décisions. Voilà. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, donc mon boulot, c'est faire descendre de la loi au cas concret, la fratrie à l'épreuve du réel. Et donc, je me suis posé la question, mais ce réel, finalement, auquel on se heurte, c'est quoi ? Dans un monde idéal, le réel auquel on se confronte, c'est la situation individuelle de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on a le principe et puis on fait descendre et on se heurte à la situation de l'enfant. Ça, c'est le monde idéal. Et dans le monde dans lequel on vit, on a aussi un autre réel qui nous heurte, qui est tout simplement les moyens. C'est-à-dire, finalement, dans le monde idéal, il ne faudrait pas se séparer, mais est-ce qu'on a les disponibilités d'accueil? Est-ce qu'on a les places? Est-ce qu'on a les dispositifs? Est-ce qu'on a tout ça? Voilà. Donc le fil rouge de mon intervention, c'est un peu ça, discuter un peu la loi et puis se poser la question de la garantie ou non en fait de ces principes légaux, de la réalité finalement de la prise en compte de la question des liens fratrie ou des relations entre fratries et puis des moyens qui sont donnés aux juges pour en assurer l'application. Alors, dans un premier temps, je vais revenir un peu sur cette loi, enfin sur l'évolution de la loi, avec une question un peu polémique, mais c'est le principe de non-séparation des fratries. Est-ce que c'est un vestige de l'idéologie familialiste? Alors, c'est un peu polémique pour susciter le débat, mais parce que je pense qu'il faut les interroger, les principes. Et cette formule, je l'ai trouvée dans un bouquin de Maurice Berger, qui s'appelle L'échec de la protection de l'enfance, et il dit dedans, il est vent debout, Maurice Berger, contre l'idéologie familialiste. C'est la mère de toutes les mauvaises lois, et on est un peu en train d'en revenir, voilà, pour faire court. Voilà. Alors, j'ai commencé par ça, mais j'ai même pas commencé par le début. Est-ce qu'il y a une définition des fratries dans le Code civil? Non, il n'y a pas de définition légale de la fratrie. C'est-à-dire qu'on considère que sont frères et sœurs, ou sont frères des enfants nés d'une même filiation. Et donc, on trouve assez peu de textes, comme je vous ai dit. Ça figure nulle part explicitement dans la loi. Et puis, on a quelques autres dispositions qui concernent les fratries. Alors, bien sûr, on a la prohibition de l'inceste. Code civil, code pénal. On a l'article 311-21 du Code civil qui est intéressant, qui dit que les enfants issus d'une même fratrie, ils portent le même nom de famille. Et on a aussi, ça c'est intéressant, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre les fratries. C'est-à-dire qu'il y a des obligations alimentaires entre les ascendants et les descendants. Vous n'avez pas d'obligation d'entretenir votre frère ou votre sœur. C'est intéressant aussi de ce que la loi ne dit pas, quoi. En revanche, ça c'est clair, on a beaucoup de dispositions sur les successions. Voilà, ça c'est réglé. Donc, on a assez peu de dispositions qui intéressent la fratrie, à part ce principe de non-séparation. Donc, la première occurrence, c'est la loi de 96, les différents intervenants l'ont rappelé, donc qui inclut l'article 330-5 dans le Code civil, qui dit « L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » Alors, d'abord, cette disposition, elle est inscrite dans la partie sur l'autorité parentale, c'est-à-dire que ce n'est pas directement l'assistance éducative, c'est l'autorité parentale en général, c'est-à-dire la partie qui chapeaute l'assistance éducative et l'office d'un autre juge qui est le juge aux affaires familiales. Et en fait, cette disposition, elle va être surtout utilisée en fait par le juge aux affaires familiales plus que le juge des enfants, puisque de toute façon, maintenant, on a une disposition particulière. Très clairement, voilà, cette disposition, elle répond en fait à une évolution sociétale, je pense, qui est l'augmentation des séparations, des divorces. Et il va falloir prendre en compte les familles recomposées. Et donc, issues du Parlement des enfants, comme Madame la députée l'a rappelé, on a cette disposition. Le juge aux affaires familiales, c'est le juge qui intervient pour régler la question de l'autorité parentale. Mais donc, du coup, normalement, dans un fonctionnement familial qui est non dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le juge aux affaires familiales, c'est le juge qui est amené à traiter les conflits dans l'autorité parentale, mais pas en cas de disparentalité. En tout cas, c'est pas son office premier. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, c'est clair que le principe de non-séparation des fratries, voilà, on comprend tout à fait d'où il vient. Voilà, donc on a l'idée que la famille, c'est le lieu de la socialisation primaire, c'est le développement des relations
intersubjectives, des relations d'attachement, et qu'il va falloir préserver ce socle des relations intersubjectives qui participent à la construction de l'enfant. Même si, voilà, c'est tout un sujet qu'on pourrait discuter aussi, parce que ça existe aussi, la séparation des fratries dans le cas des affaires familiales. Mais donc, il y a cette loi, elle pose 2 exceptions au principe, ça c'est intéressant. Elle dit, sauf si son intérêt commande une autre solution, ou sauf si c'est pas possible. Alors, le premier, on comprend, sauf si son intérêt commande une autre solution, si c'est l'intérêt de l'enfant de ne pas maintenir les gamins ensemble, on sépare. La deuxième, ça me semble beaucoup plus dangereux, parce que, sauf si c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu ce que je vous disais au début, sauf si l'intérêt de l'enfant commande autrement, très bien, oui, ça je suis pour. Sauf si c'est pas possible, bah là, c'est la porte ouverte à l'effraction du réel qui est, mais c'est quoi cette impossibilité? Du coup, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir ensemble. Et donc, la loi légitimerait un peu le fait que, finalement, on peut ne pas accueillir les fratries ensemble parce que c'est pas possible. En tout cas, la loi Taquet, pour moi, elle s'y est pas trompée, puisque on a donc du coup cette nouvelle affirmation du principe de non-séparation par la loi Taquet de 2022, qui, elle, précise bien, donc ça c'est l'article qui regarde précisément l'assistance éducative, la protection de l'enfance, l'article 375-7 du Code civil. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 375-1, sauf si son intérêt commande une autre solution. Voilà, c'est l'intérêt de l'enfant. Exit l'impossibilité concrète. Et donc ça me semble très clairement beaucoup plus conforme à la protection des enfants. Mais c'est dommage, je crois que Madame la députée est partie, peut-être qu'elle aurait pu nous expliquer comment est-ce que ça c'est le processus de création de cette loi, quoi. Bref, en tout cas, ça existe cette situation qu'on rencontre tous les jours forcément et qui place tous les professionnels dans une situation de grande souffrance éthique, qui est qu'on passe notre temps à faire des accommodements entre l'idéal et puis la réalité et puis les capacités. Et nous, en tant que juge des enfants, c'est ce qu'on passe notre temps à faire tous les jours. On est confronté tous les jours à OK, il faudrait prendre cette décision. Les réalités de mon département, c'est quoi? Les réalités de mon ASE, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place concrètement? Et en fait, on pourrait très bien dire, c'est ma décision, l'ASE sera comptable de sa non-exécution. Mais en fait, raisonner comme ça, c'est faire plus de mal que de bien, puisqu'on n'a pas des bonnes relations avec son ASE. Et aussi, surtout, c'est prendre le risque de prendre des décisions qui n'ont pas de traduction concrète dans le réel. Notre rôle, c'est de reprendre des décisions qui sont applicables. Dire on va faire ça et en fait derrière il ne se passe pas du tout ça, c'est prendre le risque aussi de créer beaucoup d'incompréhension pour les gamins et beaucoup d'incompréhension pour les parents, parce que ça a des trucs totalement incohérents. Mais bref, donc pour revenir à ce texte de l'article 375-7, il vise spécifiquement le cas des enfants placés. Alors, on avait déjà la loi du 5 mars 2007 qui avait introduit déjà une disposition qui disait que le lieu de l'enfant devait être recherché dans l'intérêt de l'enfant et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ces liens entre frères et sœurs, application de l'article 371-5. Bon, on a peut-être encore... voilà, les questions, c'est maintien des liens, donc peut-être que c'est là le VS6 de l'idéologie familialiste. Mais voilà. En fait, cette question, ce principe de non-séparation, il va pas de soi. Pour moi, il va pas de soi. Parce que ce qu'on prend en charge en protection de l'enfance, c'est des situations de très grands dysfonctionnements familiaux. C'est-à-dire des parents qui sont affectés d'une disparentalité très sévère, parce qu'ils peuvent avoir plein d'empêchements de type différemment. Et donc, du coup, on rejoint la question du lien fratrie, elle rejoint la question plus fondamentale de finalement qu'est-ce qu'on essaye de faire avec un placement. Est-ce que on est dans une mesure de soutien à la parentalité ou plutôt à une protection de l'enfant d'un fonctionnement qui est très toxique, et du coup on va devoir penser vraiment une rupture des liens, parce que le maintien des liens avec le parent, il est trop douloureux. Est-ce que on est en train de bosser un retour à la maison? Enfin, c'est quoi la perspective dans laquelle on se situe? Et je vous dirais, comme d'habitude, la réponse, c'est ça dépend des cas, quoi. Ça dépend. Il y a des cas où en fait on est vraiment en train de bosser un retour à la maison. Il y a des cas où on n'est pas du tout en train de bosser un retour à la maison. Voilà. Et donc il y a un truc en tout cas qui est intéressant,
c'est que la position de ce principe, peut-être que ça découle quand même de l'idée que le placement, c'est une situation de suppléance parentale. C'est-à-dire qu'on va prendre un système interrelationnel entre des gamins, le système familial tel qu'il existe, tel qu'il s'est construit, et puis finalement on va retirer les parents, on va transposer le système ailleurs, avec du coup des substituts parentaux, des référents qui vont essayer de fonctionner, et puis une fois que les parents vont mieux, et on remet le système auprès des parents. Voilà, et puis clairement on a l'idée que le placement des fratries ensemble, ça va maintenir les liens affectifs et les effets de socialisation induits. Mais voilà, on attache cette idée qu'on va prendre le système, on va le déplacer, et puis après on va le remettre, elle n'est pas super opérante. Et en tout cas, ça a le mérite d'une chose, c'est que ça pose la question de prendre en compte la fratrie et le fonctionnement familial en tant que système, et de nous poser la question. En fait, le mérite de cette loi, pour moi, c'est ça, c'est que ça nous oblige à nous poser la question de mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ce lien de fratrie, et en tant que système, qu'est-ce que ça fonctionne? Mais ce qu'on voit tous les jours, c'est clair, c'est qu'on prend des systèmes familiaux qui sont déjà extrêmement dysfonctionnants, et du coup, la relation fratrie, ça va être le lieu de rejouer, en fait, tout un tas de relations de domination, de violence, parfois sexuelle, de contrôle, de coercition, où, du coup, le placement, en fait, des enfants ensemble, ça donne un placement d'enfants où ça va se jouer des affects extrêmement primaires, mais où le plaisir d'être ensemble, il n'est plus vraiment là, quoi. Et au contraire, on va rejouer des choses avec parfois aussi, du coup, ce système de domination et de violence qui est entretenu par les parents. C'est-à-dire que les parents qui, à distance, vont mettre une pression phénoménale sur l'aîné pour contrôler tous les faits et gestes de ses frères et sœurs, des trucs où ils entretiennent finalement des relations qui sont extrêmement toxiques. Et où, du coup, alors que le placement, justement, ça a pour objectif de battre en brèche tout ça. Et d'ailleurs, on voit bien dans les structures d'accueil collectif où souvent les professionnels viennent à séparer un peu de fait. On change d'étage, on change de pavillon, on change de machin, mais justement pour apaiser. Voilà. Donc, de là à dire qu'il faudrait une séparation systématique, pas du tout. Hein. Je pense que, au contraire, les liens fratries, ça reste quelque chose de très important. Vous l'avez rappelé, hein, c'est des liens qui sont évolutifs, c'est des liens qui sont changeants, qui sont marqués par un certain nombre d'événements différents. Le placement, ça peut permettre aussi justement de souder les fratries, avec des fratries qui deviennent un réel soutien. Et ça, c'est très intéressant aussi, pas forcément quand les gosses sont gosses, mais en fait, quand ils grandissent, quand ils tout ça, ça reste un événement fondateur. Donc, je dis pas du tout qu'il faut séparer toutes les fratries, mais je pense que c'est important de le discuter, quoi. Le principe, la non-séparation des fratries, elle va pas forcément de soi. Et moi, ce que je pense qui est très important, en fait, au final, c'est d'accompagner le lien fratrie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la fratrie et comment est-ce qu'on accompagne le lien? Et donc ça, Madame la députée l'a évoqué aussi un peu, il faut penser les dispositifs avec des visites médiatisées, individualisées parents-enfants, parents avec toute la fratrie, des visites médiatisées entre les frères et sœurs, justement, comme vous le disiez, pour retravailler ce lien, quoi. Remettre en relation, reprendre du plaisir à être ensemble, montrer qu'en fait, c'est pas juste l'expérience qu'on a pu faire dans le système fonctionnel, parental dysfonctionnel. Je sais pas combien de temps il me reste encore. En tout cas, ensuite un peu, concrètement, la garantie du principe de non-séparation des fratries. Donc, ça nous oblige à nous poser la question, mais est-ce que... alors, il y a deux choses. La première, c'est que nous, en tant que juge des enfants, ça ne nous oblige pas à trancher. C'est un principe. Donc, quand il y a un principe, on ne tranche pas. Le principe, il est posé. Nous, on tranche quand il y a besoin d'une exception. Et la deuxième, c'est est-ce que la loi, elle garantit assez bien l'application de ce principe? Alors ça a été une question qui a été posée justement par une députée au gouvernement. Le 19 septembre 2023, il y a Cécile Untermaier qui a dit... Est-ce que le gouvernement prévoit des dispositions qui vont rendre obligatoire la mention dans la décision du juge du principe de non-séparation des fratries, ou en tout cas obliger le juge à statuer? Et le gouvernement a répondu en décembre. Il a répondu deux choses très intéressantes. Elle a répondu premièrement, en fait, il serait superfétatoire d'obliger le juge à trancher particulièrement, à faire mention particulièrement du cas de la fratrie, du principe de non-séparation. Et deuxièmement, au surplus, ça ne garantirait pas l'application par le conseil départemental.
On peut dire ce qu'on veut, voilà, je peux mettre ce que je veux dans ma décision. Si le conseil départemental, derrière, il n'applique pas, il n'applique pas. Il en est comptable, mais devant qui, comment, dans quelles conditions et le gouvernement lui dit lui-même, voilà. Le juge, on peut rajouter des lignes à ma décision. Ça ne garantit pas que derrière, l'exécution va suivre. Donc, si on reprend la première partie, donc comme je vous ai expliqué, c'est un principe. Moi, je suis là pour trancher. Or, à partir du moment où il y a un principe qui est posé, j'ai rien à décider. Donc, du coup, moi, je le rappelle jamais, en fait. Et d'ailleurs, en fait, j'ai jamais statué sur la question du maintien ou non du lien entre les fratries. Enfin, je statue en mettant qu'il va falloir que l'ASE organise des rencontres entre les fratries si jamais ils ne sont pas ensemble. Ça, je le mets. Mais par contre, sur le lieu d'accueil, je statue jamais. Je pense qu'aucun de mes collègues n'a jamais statué ou très à la marge. Ne serait-ce que pour une première raison, c'est qu'en fait, quand moi je prends une décision de placement, mais je dispose pas des éléments qui vont me permettre de déterminer, moi, de ma place de juge, si en fait il faut que les gamins restent ensemble ou pas. Je peux en avoir, c'est-à-dire qu'il y a des violences sexuelles, il y a de l'inceste, des choses comme ça. Bon, bah là, on est clair qu'il va falloir les séparer. Mais limite, c'est même pas besoin de le préciser dans ma décision. Mais au moment du placement, en fait, j'ai pas ces données-là et personne ne les a. En fait, c'est les professionnels. Ensuite, ça va demander tout un travail d'élaboration, d'analyse, d'évaluation, en fait, de voir si en fait les liens entre les frères et sœurs ils sont totalement toxiques et qu'il va falloir penser une séparation ou pas. Mais moi, ça va pas être à moi. Franchement, je suis mal placé pour décider à ce stade-là. Donc en fait, ça va être à l'ASE. Et du coup, ce principe de non-séparation, il est adressé en fait plus à l'ASE que au juge des enfants. Et on le voit bien d'ailleurs dans le Code de l'action sociale et des familles, puisque pour assurer l'application de ce principe, donc on a inscrit 2 articles qui précise que l'ASE doit informer donc le juge des enfants du lieu de placement. Il doit rechercher le lieu de placement en fonction de l'intérêt de l'enfant et pour maintenir le lien avec les frères et sœurs. Et surtout, il dit que si jamais il y a une modification du lieu de placement, y compris en urgence, à ce moment-là, en cas de séparation, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge des enfants compétent dans un délai de 48 heures. Du coup, il y a une obligation de motivation pour l'ASE, c'est-à-dire qu'il doit justifier. Ils doivent faire un écrit qu'ils mettent au dossier, quoi, et en informer le juge des enfants. Mais moi, je ne tranche pas, en fait. C'est l'ASE qui, c'est une sorte de pouvoir discrétionnaire de l'administration, quoi. C'est l'administration qui décide où est-ce qu'elle va mettre les enfants. Alors, peut-être que je pourrais être saisi par des parents, par exemple, qui me diraient ils ont séparé les enfants, il faudrait que vous tranchiez. Et à ce moment-là, je trancherai, je pense, parce qu'il faut que je me prononce là-dessus, mais sinon, ça reste un pouvoir discrétionnaire de l'administration. Et nous, les juges des enfants, on a finalement assez peu de pouvoir sur les modalités concrètes du placement. Ce qui est une bonne chose pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, c'est à l'ASE de faire le boulot concrètement, de l'accompagnement concret de l'enfant au quotidien. Donc, en fait, mettre quelque chose de trop rigide au point de vue de la décision, en fait, pour moi, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. C'est comme sur le dispositif des visites. Il va y avoir des visites médiatisées. On est obligé d'en fixer la fréquence, mais je mets un au moins parce qu'en fait, je dis, mais s'il en faut plus, mettez-en plus. C'est vous qui savez à un moment. C'est hyper évolutif un placement. Bref, donc on a assez peu de pouvoir sur concrètement où est-ce qu'on va placer les gosses. On peut faire un placement direct, on le fait très rarement parce que c'est compliqué. Et puis on a une autre disposition qui nous permet aussi de décider concrètement où on peut placer le gosse. On l'utilise jamais. Parce qu'encore une fois, on laisse la latitude aux travailleurs sociaux de faire leur boulot, quoi. Mais du coup, on se heurte à la question qui reste le réel, justement, c'est la question des moyens, quoi. C'est la capacité du département aussi à exécuter les décisions de justice, et donc dans le cas de la fratrie, à disposer à la fois des moyens d'évaluation, des professionnels formés, des dispositifs de rencontres médiatisées entre frères et sœurs, ça n'existe pas forcément, et des places, et des places en structure. Voilà, mais le pouvoir du juge, en final, en la matière, il demeure assez limité. Ça tient à notre office un peu hybride. Voilà, je n'ai pas abordé la question, mais qui est quand même très importante. Là, je vous parle d'une situation où on a tous les enfants qui sont placés. Forcément, le lien fratrie, on va le prendre très fort en compte. Quand il y a une partie qui est placée, pas l'autre. Typiquement, il y a une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble d'une fratrie qui est placée, bam, il y a un autre enfant ou deux parce qu'ils sont jumeaux. Là, on a une arme, c'est la saisine d'office. Du coup, on se saisit d'office de la situation du gosse et puis on va prendre des mesures pour.
avec encore une fois une évaluation avant, c'est-à-dire qu'on va mettre une BJ, ça va durer 1 an, ça va nous revenir. Enfin, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées, en fait, les situations où on a des enfants placés, des enfants qui ne sont pas placés, parce que ça, pour les gamins qui sont placés, la compréhension de moi je suis placé, mes petits frères ils sont à la maison, j'ai souvent peu de réponses à leur apporter. Voilà. C'est compliqué. Moi j'en ai quelques-unes, j'en ai une dans mon cabinet qui est hyper complexe, où il y a un grand et un petit, mais il n'y a que celui du milieu qui est placé. Parce que c'est le mauvais objet. Bon, ça, c'est des situations qui sont hyper complexes. Voilà. Mais voilà, en gros, pour conclure, moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est que cette loi elle nous oblige à quelque chose, c'est de penser que la question du lien entre la fratrie, elle est partie essentielle, partie intégrante, mais essentielle du dispositif qui est pensé pour la protection de l'enfance. Et l'un des objectifs, ça va être de permettre aux frères et sœurs de se réapproprier une histoire qui est commune, parce que ça répond beaucoup aux besoins d'identité. Les gamins, ils ont besoin de narrativité. Mon frère, ma sœur, on a vécu des choses différentes. Ça, c'est très important aussi, qu'ils intègrent qu'en fait, ils ont des parcours qui sont à la fois individuels et qui sont communs et différents. Voilà, et l'objectif en fait au final de tout ça, c'est de travailler le lien dans la question du plaisir à être ensemble, parce que je pense que ça c'est ce qui s'est perdu pour les gamins. En fait, ils sont plus du tout dans un truc de, ils relationnent plus sur le plaisir d'être avec l'autre, quoi. Voilà, et donc c'est un texte qui mérite, qui a le mérite de nous obliger à nous poser la question, et en tout cas il y a un truc, enfin, à la limite, on pourra l'écrire comme ça, mais c'est dans toutes les situations de placement, une attention particulière devrait être portée à la nécessité de séparer ou non la fratrie en fonction de l'intérêt de l'enfant, et uniquement de l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu moins de 15 minutes pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions aux intervenants. Donc, il y a 2 personnes qui sont avec des micros de chaque côté de la salle. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main pour poser des questions si vous en avez. Et surtout, je vous invite à être, s'il vous plaît, les plus synthétiques possibles dans vos questions pour que le maximum d'entre vous puissent en poser. Alors, levez bien haut la main si vous avez des questions. Merci. Bonjour. C'est une question pour Monsieur Lauré. Je voulais savoir justement si vous recevez souvent des motivations de l'ASE dans le cas de séparation de fratrie. Alors non. Alors déjà, je pense que le texte qui impose à l'ASE d'informer le juge des enfants du lieu de placement des enfants, il n'est pas hyper maîtrisé. Moi, il y a plein de gamins en fait où l'ASE m'informe pas. Parce qu'ils savent pas ou ils oublient, enfin j'en sais rien, mais et nous aussi du coup. Non mais en fait, c'est-à-dire que nous, le moment fort, c'est le moment de la décision pour nous. C'est le moment où on prend la décision. Les gosses ils sont placés. Bon, moi je les suis, hein, les gosses, les gamins de mon cabinet, j'y pense tous les soirs. Mais en fait, où ils sont placés, l'ASE, ils oublient souvent de nous le dire. En fait, je pense qu'ils le font pas. Donc du coup, en fait, quand il y a des séparations, je dis pas tout le temps, hein, ils le font régulièrement, mais parfois ça passe un peu à la trappe. Et du coup, non. En cas de séparation des fratries, alors, je vais revenir sur ce que je vous ai dit. En vrai, si j'y pense concrètement, ils le font. C'est-à-dire que quand ils changent de lieu de placement, en fait, c'est souvent quand même parce qu'il y a eu un incident ou parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, ils nous en informent. Mais ils vont pas motiver spécialement la séparation de la fratrie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont pas mettre un paragraphe spécial en disant motivation, pourquoi est-ce qu'on a séparé la fratrie. Ils vont nous informer et puis ils vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi des orientations différenciées. Mais je pense que ça découle pas, en tout cas, forcément de cette obligation du Code de l'action sociale et des familles, quoi. Je sais pas si c'est une traduction concrète de ça. Mais donc, pour répondre un peu plus clairement à votre question, oui, en vérité, normalement, quand les fratries sont séparées, je reçois un paplard, mais qui m'informe de la situation, quoi. Voilà. Mais c'est ça, ils le font. C'est plutôt au début, je sais pas où sont les gamins, et tout d'un coup il y a un incident, et là on me dit ah bah il y a eu un incident, il faut les séparer. Et du coup, c'est OK. D'autres questions peut-être ? Bonjour. En écoutant attentivement tout ce que vous avez pu dire, on a peu parlé finalement des parents face aux choix qui sont faits au niveau judiciaire pour leurs enfants, donc la fratrie. Et je me demandais dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant
passe aussi par la façon dont les institutions prennent soin des parents. Et je pense notamment à des situations où les parents voient l'ensemble de leur fratrie un peu morcelée, éclatée, avec un enfant en placement familial, l'autre en MEX, l'autre sur un lieu de vie. Enfin, je caricature, mais peut-être pas tant que ça. Donc je me demandais aussi au niveau des décisions judiciaires et de la collaboration avec l'ASE, de quelle façon on pouvait faire attention aussi pour que les parents puissent toujours être en lien avec leur fratrie. Voilà. C'est une question qui s'adresse à vous trois. Alors pour vous répondre du point de vue juridique, alors les parents, ils conservent l'autorité parentale, donc c'est eux qui sont décisionnaires sur tous les liens des enfants avec les tiers, y compris les frères et sœurs en fait. C'est-à-dire que les parents normalement sont décisionnaires sur les liens et puis aussi sur comment est-ce qu'ils vont être accueillis. C'est-à-dire que si les parents disent on veut qu'ils soient accueillis ensemble, normalement ils doivent être accueillis ensemble. Après, encore une fois, il y a une exigence, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la séparation a lieu que pour l'intérêt de l'enfant, existe la question de l'impossibilité matérielle. Mais si la séparation elle a lieu pour l'intérêt de l'enfant, à ce moment-là, on a une exigence, de toute façon, c'est notre exigence à moi et à l'aide sociale en France, c'est de motiver. C'est-à-dire de donner la possibilité aux parents de comprendre nos décisions. Et dans mon bureau, moi, mon cabinet, mon objectif principal, c'est que les parents, ils comprennent. Parfois, ils veulent pas, mais mon objectif, c'est qu'ils comprennent. C'est-à-dire que mon audience, si elle est réussie, c'est que les parents, ils repartent en disant « je suis pas d'accord, mais au moins j'ai compris ce qu'il m'a dit ». Donc sur le travail avec les parents, à partir de là, après, c'est juste la compréhension, quoi, de l'accompagnement à comprendre pourquoi est-ce que la séparation est nécessaire ou pas. Si c'est une impossibilité matérielle et que les parents ils se plaignent en arrivant en disant mais en fait mon gamin il y en a un qui est dans la Creuse, un qui est en Mex, un qui est en machin, là de toute façon on est tous dans la... moi je sais pas quoi leur dire à part je suis désolé mais écrivez au ministre de la Justice et au gouvernement pour mettre plus de moyens. Enfin concrètement c'est la seule réponse que je peux leur faire en fait. On a le temps pour une dernière question si vous le souhaitez. Bonjour, je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport aux moyens. Est-ce qu'il y a dans le monde juridique justement de quoi faire pression ou de soutenir en tout cas les conseils départementaux pour produire des structures, des dispositifs d'observation, de placement en urgence par exemple pour les fratries? Il y en a un pour l'instant qui existe, un seul pour l'instant, c'est le service d'accueil en urgence pour fratries complète. Est-ce qu'il y a des moyens juridiques d'aider, de soutenir les conseils départementaux pour aider les travailleurs sociaux de l'ASE à faire ce travail qu'on leur demande? Peut-être, alors c'est un petit moyen, mais il y a quand même de plus en plus donc des associations d'anciens placés qui se développent et qui développent des recours judiciaires. Et je pense que voilà, cette méthode du recours devant le tribunal administratif, ça peut permettre au fur et à mesure peut-être de consolider ou en tout cas de mettre une pression pour consolider les moyens. Enfin bon, je pense que c'est pas une réponse idéale, mais en tout cas. Vous savez, je me permets d'intervenir. Quand on voit le nombre d'enfants ou de situations où les juges ont pris des mesures qui ne sont pas appliquées, on est très loin de la question fratrie ou pas fratrie. Est-ce qu'il y a une place dans cette famille d'accueil? Et quand on est contraint, vous parlez de la réalité, c'est ça la réalité. Est-ce qu'on s'y adapte ou est-ce qu'on s'indigne? Et quels sont les moyens qu'on peut inventer chacun pour rappeler qu'on ne peut pas traiter comme ça les enfants? Parce que moi, je suis fascinée par les placements à domicile, dont je vois après coup les risques, pas parce que c'est placement à domicile, mais parce que les éducateurs, par exemple, ne peuvent pas passer dans ces familles plus d'une fois, par exemple, sur Poitiers, tous les 3 ou 4 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'accompagnement, dans ces cas-là? Et comment les parents et les enfants peuvent-ils comprendre qu'ils aient besoin d'aide? C'est pas possible. L'enfant ne comprend pas ce que ça veut dire, mais le parent parfois non plus. Et là, vous savez, madame, je comprends très bien votre question, mais les ressources départementales aujourd'hui ne nous permettent pas de réfléchir de manière tranquille, de penser même tranquillement. Réfléchir, c'est encore autre chose, mais penser tranquillement à ce qu'on appelle l'intérêt de l'enfant.
l'intérêt des systèmes, peut-être, l'intérêt de l'enfant. Et en tant que défenseur des droits, madame, j'ai pu assister et accompagner, malgré moi, des situations impensables. On était dans l'impensable. Donc, votre question, elle est fondée. La réponse, votre silence est une réponse. Non, c'est vrai, oui, non, le silence pourrait être une réponse. Non, mais vous avez raison, c'est-à-dire que c'est des recours administratifs. On pourrait même, je veux dire, on pourrait même penser des recours, je veux dire, attaquer l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice, des choses comme ça. Mais en fait, le juge des enfants, il a un pouvoir assez limité en la matière. On a les pouvoirs qu'on n'utilise jamais, mais de tout juge de mettre des astreintes. Ça, c'est pour mettre la pression sur les départements directement. Je sais qu'il y a des juges des enfants qui l'ont fait dans des cas très particuliers, par exemple sur des MNA. Sur des MNA, le département ne voulait pas signer un contrat d'apprentissage, parce que contrat d'apprentissage, ça veut dire qu'après, il devait faire un CJM, et ça, le département ne voulait pas, à ce qu'on nous a expliqué. Bon, et ben, le juge a dit, je vous oblige à signer ce contrat avec une astreinte. On le fait jamais. Hein. Et moi, je vais pas me mettre à mettre des astreintes sur mon département. En plus, j'ai de la chance, j'ai un département qui fonctionne plutôt bien. Genre, mon ASE, elle est bien. Mais... Ils sont pas d'accord. Je les ménage, parce qu'on va se revoir bientôt. Non, mais si, c'est-à-dire qu'en fait, je vous parle de tout ça, j'ai de la chance d'avoir un département qui est en capacité d'accueillir des fratries. Les fratries que je suis dans mon cabinet, la plupart, elles sont placées ensemble. Donc, en fait, je suis plus rarement confronté à la question de vous nous avez dit qu'il fallait accueillir la fratrie ensemble, mais en fait, finalement, on ne peut pas. Mais donc, il y a la question de l'astreinte. Sinon, en effet, c'est la participation aux instances, au NPE, au DPE, toutes ces choses-là. Mettre la pression sur le département, c'est-à-dire bien s'assurer que le directeur départemental de la protection et de la prévention, il a du poids dans l'allocation des budgets. Et sinon, c'est les recours administratifs. Hein, et toutes les voies légales sont ouvertes, même, je veux dire, au département, au Parlement. Enfin, je veux dire, on avait une députée ce matin. L'objectif, ça reste ça. Au niveau du juge des enfants, on est très limité, mais par contre, il y a d'autres voies qui sont ouvertes, quoi.